Bonjour à tous, je vais tenter de vous présenter un peu ce qui a été dit et ce qui a été présenté sur les signatures génomiques en situation adjuvante à Saint-Paul cette année. Donc, quand on se pose la question de la signature génomique ou l'utilisation de ces signatures en situation adjuvante, il faut déjà se poser une question préalable, c'est en quoi elle est nécessaire, cette aide qu'apporteraient les signatures génomiques. Pour répondre à cette question, il y a une étude qui est parue, qui est assez intéressante, qui est une étude magique. Ça portait sur 911 praticiens, 52 pays. Les praticiens remplissaient des questionnaires qui questionnaient leurs pratiques dans différents profils de patientes avec des cancers du sein. Ce que montre cette étude, c'est que dans un groupe de 15% de profils de patientes, il n'y avait aucune convergence de pratique entre les différents praticiens. Ce groupe de patientes, c'était des patientes de plus de 50 ans avec des tumeurs de moins de 3 cm, grade 1 ou grade 2, RH+, avec un KI67 inférieur à 20%. Cette étude, donc, elle nous montre un petit peu qu'il reste une zone obscure des recommandations pour lesquelles on a besoin d'un test compagnon qui nous aiderait à nous orienter dans le pronostic ou dans la définition des pronostics pour ces patients-là, mais aussi qui serait peut-être prédictif de la réponse à la chimiothérapie. Le mieux, c'est que ce soit à coût abordable. Donc, ces signatures génomiques, elles ont, on va dire, grosso modo, deux indications qu'on va définir plus tard, mais surtout une indication qui est celle de la chimiothérapie adjuvante. De deux manières, soit en répondant à la question de l'escalade thérapeutique, c'est est-ce qu'on peut définir un groupe qui va bénéficier de la chimiothérapie, soit en répondant à la question de la désescalade thérapeutique, est-ce qu'on peut identifier un groupe qui n'a pas besoin, qui ne bénéficie pas de chimiothérapie. L'autre question auquel elle pourrait répondre, c'est aussi celle de la prolongation de l'hormonothérapie. On va y revenir pour savoir à quel point ces tests sont pertinents pour répondre à cette question-là. Donc, depuis plusieurs années, ont été développés une série de tests dont on a entendu les noms RCP, c'est OncotypeDx, MammaPrint, EndoPredict, PAM50 Clinic, Breast Cancer Index ou UPA PAD1. Ces différents tests reposent sur l'étude de l'expression des panels de gènes qui étudie des voies de signalisation différentes, des processus de tumorogénèse différentes au sein des cellules tumorales, qui sont différents pour chacun de ces tests. Ce qui est un peu intéressant là, c'est de se dire qu'il y a deux tests, en fait, plus ou moins trois tests, qui utilisent des critères cliniques. Et on va voir plus tard que ces tests-là qui utilisent des critères cliniques ont un certain intérêt, peut-être par rapport aux autres. On va voir. Ces tests, ils ont tous été validés par différentes études, toutes des études rétrospectives. 3 ont été validés par des études prospectives qu'on va développer après. C'est UPA PAD1, mais surtout donc MammaPrint avec l'étude prospective MADACT et OncotypeDx avec les études prospectives TaylorX et RxPonder qui sont encore en cours d'attente de publication et en cours de réalisation pour RxPonder. Ces études de validation ont mené à des recommandations par l'ASCO en 2016 qui nous dit que pour deux de ces tests, on a un niveau de preuve et un niveau de recommandation fort, c'est OncotypeDx et PAM50. Et pour deux autres de ces tests, on a un niveau de preuve et un niveau de recommandation intermédiaire, c'est EndoPredict et Breast Cancer Index. Pour MammaPrint, il n'y avait pas encore la publication des résultats de l'étude MADACT, donc les résultats ne sont pas encore à jour en termes de recommandation. Il faut noter que dans les recommandations de l'ASCO, l'utilisation de ces tests se fait uniquement pour les patientes sans envahissement ganglionnaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ces recommandations-là, finalement, ne nous aident pas tant que ça à définir chez qui on utilise ces tests-là et à quelles questions on répond par ces différents tests. Et finalement, il reste deux incertitudes sur les champs d'utilisation de ces tests qui sont quelle est la population cible dans laquelle il faut utiliser ces tests-là et à quelles questions répondre chacun de ces tests, peut-être même différemment. C'est-à-dire, est-ce que c'est la question d'escalade thérapeutique, est-ce que c'est la question de désescalade thérapeutique? Et pour répondre à cette question, pour l'instant, les recommandations, je pense, elles ne suffisent pas, et il est encore nécessaire d'analyser les résultats, et surtout les populations cibles des études de validation de ces tests. C'est ce qu'on va faire là, en exemple, pour deux de ces tests, MammaPrint et son étude de validation MADACT, et OncotypeDx et ses études de validation. MammaPrint, c'est une signature génomique qui a été développée en Europe, qui porte sur un panel de 70 gènes. Son étude de validation, c'est l'étude MADACT, c'est une étude prospective qui a été menée par l'ORTC. Son but, c'était de savoir s'il y avait une valeur ajoutée de l'utilisation de ce test par rapport à des critères classiques. Alors les critères classiques, là, c'était le calcul de risque par l'outil Adjuvant Online.
Alors comment il procédait? C'est que dans les groupes discordants, c'est-à-dire soit à haut risque clinique mais bas risque génomique, ou à bas risque clinique et à haut risque génomique, les patientes allaient être randomisées entre chimiothérapie plus hormonothérapie ou traitement anti-hormonal seul. Donc voilà, le suivi c'était un suivi de 5 ans et le critère de jugement c'était le suivi sans métastase du coup à 5 ans. Ça c'est le schéma en fait de l'étude dont je viens de parler. Donc on réalise à la fois donc, le test MammaPrint pour calculer le risque génomique, on réalise le test Adjuvantum Line, c'est pas vraiment un test, pour définir le risque clinico-biologique on va dire, et les cas discordants les randomise entre chimiothérapie vs pas de chimiothérapie. Le résultat principal il portait sur le groupe discordant haut risque clinique, donc auquel on serait porté à faire de la chimiothérapie, et bas risque génomique. Le but était de savoir si, en ne faisant pas de chimiothérapie à ce groupe-là, est-ce que ce groupe-là allait survivre, allait avoir une bonne survie sans métastase à 5 ans. L'étude était positive si l'intervalle de confiance du résultat était supérieur à 92%, et on voit qu'il l'était parce que la survie sans métastase à distance à 5 ans était de 94,7%, excluant 92%. Donc on a une étude positive sur son critère de jugement principal, mais il faut détailler un peu ces résultats et intégrer des réserves pour savoir comment vraiment utiliser ce test-là. Alors le premier résultat à détailler, c'est la population du sous-groupe haut risque clinique, bas risque génomique, parce que c'est dans cette population qui a été validé le test, c'est dans cette population qu'on doit l'utiliser. Cette population, c'était des tumeurs T1, T2, c'était des tumeurs N0 ou avec un ganglion envahi, c'était des tumeurs grade 2, HER2-, et bien sûr RH+. En dehors de cette population-là, le test, il n'est pas valide. Deuxième réserve, le groupe haut risque clinique, bas risque génomique. Il avait une bonne survie, on l'a vu, sans métastase à 5 ans, mais ça ne veut pas dire que la chimiothérapie n'avait pas un bénéfice. Et ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est qu'il y a probablement un bénéfice qui n'est pas significatif là par manque de puissance, qui est certes très faible, a priori inférieur à 2%, mais qui existe quand même. Alors pour nous, il semble acceptable, mais la question c'est est-ce qu'il est acceptable par les patientes? Donc cette diapositive, pourquoi? C'est pour dire qu'il y a un préalable à la discussion avec la patiente pour savoir si pour elle c'est un risque acceptable. Parce que si 2% pour elle c'est pas acceptable, peut-être que ça sert à rien de faire ce geste. Faire la signature. Pardon. Autre réserve par rapport à l'utilisation de MammaPrint, dans l'autre groupe discordant, c'est-à-dire cette fois bas risque clinique, haut risque génomique. Groupe sur lequel on serait porté à ne pas faire de chimiothérapie. L'étude MAINDACT montre qu'il n'y a pas de bénéfice chez ce groupe à faire de la chimiothérapie. Donc, deux choses. Donc déjà, ce n'est pas un test prédictif de réponse à la chimiothérapie, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la question auquel répond ce test quand on le fait, c'est est-ce qu'on peut ne pas faire de chimiothérapie à quelqu'un à haut risque, mais c'est pas est-ce qu'on doit faire de la chimiothérapie à quelqu'un à faible risque. Dernière réserve, elle a été apportée par l'actualisation des données à 10 et 20 ans de l'étude MAINDACT publiée à San Antonio donc en 2016, et on voit que la courbe bleue, c'est la courbe des bas risques génomiques. Autant effectivement, à 5 ans, elles ont un faible taux de récidive métastatique à distance, mais quand on regarde à 20 ans, ce taux n'est pas négligeable, il atteint quasiment 20%. Donc deux choses, soit il faut revoir le seuil des bas risques de MAINDACT, c'est ce qu'ils ont fait là dans la courbe verte, où ils définissent un groupe ultra low risque, soit, quand on utilise le test, il faut prendre en compte l'âge de la patiente, parce que si le pronostic il est pertinent à 5 ans, effectivement le test il peut être valable, mais si le pronostic à 20 ans il est pertinent, bah, le test lui il est point. Donc là je résume un petit peu ça, effectivement, donc on a une population cible particulière dans lequel est validé ce test, qu'on a défini plus tôt. La question posée, c'est la désescalade thérapeutique. L'actualisation des données à 20 ans, elle nous pousse quand même soit à revoir les seuils, soit à prendre en compte l'âge de la patiente dans l'indication de réalisation du test. Et enfin, il faut définir toujours avec la patiente ce que c'est qu'un risque acceptable. Deuxième test, deuxième signature génomique et étude de ces études de validation. Donc c'est les études menées par le NSABP et c'est Taylorix et c'est RxPonder. Donc il y a des études menées par le NSABP, il y en a deux. NSABP B14, c'était une étude qui date un petit peu, du coup, qui comparait en adjuvant le tamoxifène vs placebo chez des patientes N+.
Donc sur cette cohorte de patientes a été réalisé le test Oncotype DX et il a été montré que Oncotype DX était capable de distinguer 3 groupes pronostiques de patientes. Un groupe à haut risque là en rouge avec un taux de récidive à distance à 10 ans de 30%, un groupe intermédiaire et un groupe bas risque là en vert. Deuxième étude de validation menée par le NSABP, c'est l'étude qui comparait, elle date aussi un petit peu, le tamoxifène vs tamoxifène plus chimiothérapie. Là, toujours, la population, c'est des patientes N-. Et là, ce que montrait l'utilisation d'Oncotype DX dans cette population-là, c'était, on avait vu que ça avait un intérêt pronostique, mais là, ce qu'on voit, c'est que ça a un intérêt prédictif aussi. Parce que les patientes à haut risque, là, en rouge, elles ont une réduction du risque de récidive, non, c'est même le risque de survie à 10 ans, qui diminue quand on refait de la chimiothérapie, ce qui n'est pas le cas pour les groupes intermédiaires et ce qui n'est pas le cas pour les groupes à faible risque. Donc à la fois l'intérêt pronostique et l'intérêt prédictif. Et les deux études suivantes, l'étude Taylor-X et l'étude REXPONDER, on n'a pas les résultats, parce que pour Taylor-X c'est pas publié, parce que pour REXPONDER c'est pas encore l'essai n'est pas encore fini. Mais il va falloir être attentif parce que ça va être intéressant. Taylor-X, c'est une étude qui tente de voir qu'est-ce qu'on fait avec le groupe intermédiaire, qui est un groupe majoritaire. On voit que c'est quand même 68% des patientes, et que pour l'instant on ne sait pas comment faire. Donc ce groupe-là a été randomisé entre chimiothérapie vs chimiothérapie plus traitement anti-hormonal. Alors chimiothérapie plus traitement anti-hormonal vs traitement anti-hormonal seul. Bon, on n'a pas encore les résultats. Deuxième étude auquel il va falloir être... Pardon, c'est toujours sur les patientes N-. Deuxième étude auquel il va falloir être attentif, c'est REXPONDER. Le but de REXPONDER, c'est d'étudier la validité de Oncotype DX chez les populations N+. En gros, ils ont pris chez les patients N+, les scores, les bas risques et les risques intermédiaires qu'ils ont randomisés entre chimiothérapie et pas de chimiothérapie, et on va voir ce qu'on fait avec ces patientes-là. Et est-ce que le test surtout est valide chez les patients N+. Donc en pratique, pareil que pour l'AMAPRINT, on a une population cible dans laquelle le test est valable, c'est les patientes sans atteinte ganglionnaire pour l'instant, en attendant les résultats de l'étude REXPONDER, bon, HER négative, RH+. La question posée, finalement, c'est plus celle de l'escalade thérapeutique, parce qu'on a vu qu'il y avait c'est le seul test, en fait, qui a un intérêt prédictif du bénéfice de la chimiothérapie. Il faut savoir que ce test il est utilisé couramment en Amérique du Nord, et qu'il utilise eux-mêmes chez les N+. Dernière chose, il y a eu 2 études de coûts au Canada qui montrent que par le nombre de chimiothérapies et le nombre de complications des chimiothérapies qu'on économise, finalement, on arrive à une diminution des coûts en utilisant systématiquement le test Oncotype DX. Dernière étude dont je vais vous parler, c'est une étude dont les résultats ont été montrés à San Antonio. C'est une étude Transattack qui veut, dans 4 signatures, donc Oncotype DX, endoprédict clinique, c'est Prosigna et Breast Cancer Index, évaluer un petit peu les champs d'utilisation et les comparer, surtout la valeur ajoutée de ces signatures par rapport à des critères traditionnels d'âge, d'envahissement ganglionnaire, de taille et de grade. Et ça pour le risque de récidive à distance. Donc c'était sur une cohorte de 800 patients traités par traitement anti-hormonal seul. Donc ce qui montrait, rapidement, c'était que pour les patients N-, ces 4 tests, ils ont d'une part une valeur ajoutée par rapport aux critères traditionnels, la première chose, et ils arrivent à définir un groupe de patients de bon pronostic sans chimiothérapie. Pour les patientes N+, ces tests, ils n'ont pas de valeur ajoutée, sauf peut-être le test endoprédict clinique et je crois Prosigna, qui ont une faible valeur ajoutée, qui arrivent à avoir à peu près 20% de patientes avec un bon pronostic sans chimiothérapie. Mais grosso modo, quand même, on voit que ces 4 signatures ont surtout un intérêt là, dans une logique de désescalade, qu'ils ont peu d'intérêt dans la population N+, et on voit peut-être, pour Prosigna et pour endoprédict clinique, un intérêt de tests qui inclut des critères cliniques. Un mot sur l'intérêt de l'utilisation de ces signatures dans la prolongation de la durée du traitement anti-hormonal. Il n'y a pas de validation prospective de cette indication-là pour le moment. La discussion qu'on peut avoir, c'est chez les patientes à bas risque, ou même à très bas risque, c'est-à-dire les moins de 11 tels que définis dans Taylor-X pour Oncotype DX, c'est à peu près 15% des patientes, et les patientes ultra low risk, c'était la courbe verte tout à l'heure pour les patientes qui avaient bénéficié de l'AMAPRINT,
c'est aussi 15% des patientes, peut-être qu'elles ont elles ont un bon pronostic, du coup on pourrait se passer de la prolongation d'hormonothérapie. Donc pour conclure, on rappelle une chose, c'est que l'utilisation de ces tests, pour l'instant, n'a pas prouvé l'amélioration de la survie globale des patientes, qu'il y a un préalable à l'utilisation de ces tests, c'est la discussion avec les patientes sur ce que c'est qu'un risque acétal, sur ce que c'est que de la chimiothérapie et sur la signification des résultats des tests. C'est des outils qui sont très utiles si on les utilise de façon raisonnée, c'est-à-dire si on connaît la population cible dans laquelle ils sont valides et si on réfléchit à la question auquel on veut répondre avant de les utiliser. De manière générale, il ne faut pas les utiliser pour l'instant chez les patientes N+. Un des intérêts dont on parle pour ces tests, ces signatures, ce serait que, hors des centres experts, les facteurs pronostiques traditionnels ils sont peut-être moins bien évalués et que ces signatures-là apporteraient une normalisation un petit peu des outils pronostiques connus. Merci. On a mis sur la table de l'argent pour 4 tests. Ces tests ne sont pas équivalents, ils ne donnent probablement pas du tout la même information et leur niveau de validation est différent. La deuxième chose, c'est que, ça c'est pour la petite histoire, mais il faut que vous compreniez le mode de raisonnement qu'on a, c'est comme ça, c'est la vie. C'est qu'on a une chance par contre en France depuis très longtemps, c'est qu'on a mis en place des plateformes qui permettent d'amener un certain nombre de diagnostics moléculaires, qui nous permettent de mieux caractériser les tumeurs et de mieux identifier les cibles éventuelles pour des traitements. Ces plateformes, elles sont relativement simples à visualiser en province, puisqu'elles ne sont pas virtuelles, elles sont dans un lieu qui est souvent un laboratoire de biologie ou un laboratoire d'anapath. Elles sont parfois un peu plus virtuelles sur la région francilienne, puisque ça peut être réparti au sein d'un CHU. Dans un centre anticancéreux, c'est un peu différent, mais au sein d'un CHU, entre le laboratoire d'anapath, le laboratoire de biologie, etc. N'empêche que cette notion de plateforme est importante, puisque l'INCa a mis en place ces plateformes, elle les a identifiées, elle les a validées, et que ces tests-là, il est globalement, non pas admis, mais évoqué, qu'ils ne pourront s'inscrire que dans le cadre de plateformes existantes, puisque c'est un test pronostique, et on espère surtout prédictif. Donc autant qu'il s'intègre dans une plateforme. La loi en France, au jour d'aujourd'hui, mais c'était la même chose il y a quelques années avec, quand on faisait des cariotypes pour des grossesses à risque, interdit d'extérioriser un test, de le faire faire à l'étranger et de le rembourser dans le cadre d'un RIHM, si le test est identifié. Donc en gros, les deux tests avec le niveau de preuve le plus élevé aujourd'hui, si on regarde les validations prospectives, c'est-à-dire MammaPrint en l'occurrence et OncoTypeDx, théoriquement, si vous l'identifiez comme tel dans le cadre du RIHM, ne peuvent pas être remboursés. Sauf que dans le RIHM, vous demandez un test sans préciser lequel c'est, donc on vous rend l'argent, puisque vous n'avez pas dit quel test vous avez fait. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Et le dernier point, c'est que par définition, si vous avez déjà investi dans une plateforme et que vous avez la possibilité de récupérer un appareil qui va vous donner un résultat, vous préférez investir potentiellement dans un appareil que vous allez intégrer dans votre plateforme que de sous-traiter auprès d'un laboratoire X, Y ou Z annuel. Ça, c'est pour l'histoire politique. Maintenant, si on revient sur l'histoire scientifique, le premier qui a publié ces résultats, c'est MammaPrint. Il faut savoir que MammaPrint n'a pas été validé de façon rétrospective sur des études prospectives. Je m'explique. Ce que tu nous as montré sur la NSABP 14 et la 20, c'est rétrospectif. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de récupérer du matériel anatomopathologique. L'intérêt du test Oncotype à l'époque, c'était tout simplement qu'on pouvait travailler sur des prélèvements en paraffine, ce qui n'était pas le cas sur MammaPrint. Donc, pouvant travailler sur des prélèvements en paraffine, si on avait des blocs d'anapath et un suivi évolutif de patients dans une étude randomisée, on pouvait faire une validation rétrospective d'une étude prospective. Il y a deux conditions quand vous faites ça. Il faut que vous vous assuriez que l'échantillon que vous prenez, il a globalement le même pronostic que la population initiale. Donc ça, il faut bien que vous relisiez, c'est le cas, mais il faut toujours faire attention. Si on extrait 30% des patients pour lesquels on a les blocs, il faut s'assurer que le bras TAM versus TAM plus chimio donne les mêmes résultats globalement dans la population extraite que ce que vous avez dans l'étude Princeps, parce que ça veut dire que sinon vous induisez un biais et que vous ne pouvez pas valider correctement ce que vous pensez être comme intéressant. Et la deuxième chose, il faut que vous ayez accès au bloc anapath. Donc c'était le cas.
Et ils ont validé comme ça l'intérêt potentiel, ce qui fait qu'on a changé les critères de validation sur le plan international. On a considéré qu'une validation rétrospective à partir d'une étude prospective pouvait être un niveau 1B de validation d'un test. Ce qui n'a jamais été le cas en termes de validation, ni sur le Case 67, ni sur le GRAD, ni quoi que ce soit. Ce travail n'a pas été fait par nos collègues anatomopathologistes. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. L'objectif, c'est pas de dire qu'ils font bien ou qu'ils font mal, c'était comme ça. Au final, MammaPrint, c'est intéressant, mais comme tu l'as dit, c'est le groupe intermédiaire, celui où on a une discordance entre la clinique et la biologie. Ce que tu nous as montré comme courbe, c'est ce que nous a montré Martine. Martine, elle a juste un tout petit peu, même si j'ai beaucoup de respect pour Martine, un tout petit peu montré un détail où elle montre qu'il n'y a pas de différence entre clinique élevé et biologique, en tout cas génomique bas, en termes d'impact de la chimiothérapie, puisqu'elle a pris les courbes de survie sans récidive métastatique. Le endpoint principal de l'étude, c'était la survie sans récidive, si je ne dis pas de bêtises. Or, dans le tableau du endpoint avec la survie sans récidive, il y a un petit P en faveur de la chimiothérapie dans ce groupe, si on regarde vraiment. Donc en gros, non seulement c'est pas pareil, c'est peut-être un peu mieux, et deuxièmement, comme tu l'as très bien dit, c'est que dans le groupe où il y avait un risque élevé génomique et un risque bas clinique, en plus on n'a pas montré l'impact de la chimiothérapie. C'est pas du tout un test prédictif. C'est pas grave, si on arrive à mieux identifier la gravité de la maladie et considérer qu'on continue toujours à taper plus parce que c'est grave, pourquoi pas? Mais ça s'efface par rapport à un test prédictif si on a un vrai test prédictif. Les deux autres signatures, PAM15 et EndoPredict, sont des signatures intéressantes. Vous regarderez les papiers où elles ont été validées. C'est les deux études, la BCSG 8 et la BCSG 12. C'est des études qui ne posent pas la question de la chimiothérapie. C'est des études où on ne se pose que la question du traitement anti-hormonal. Donc, quand bien même ce seraient des tests prédictifs, c'est des tests prédictifs dans une population traitée par un traitement anti-hormonal, mais ils n'évaluent pas l'impact de la chimiothérapie. Et preuve en est, c'est que lorsqu'on a comparé dans l'étude de CESTAC que tu as signalé les 4 signatures, on a exclu les patientes qui avaient reçu de la chimiothérapie, considérant que ce n'était pas la question. Or, depuis le début, la question qu'on se pose, c'est dans la population RH+, y a-t-il intérêt à faire de la chimiothérapie pour toutes? Vous voyez qu'on induit un certain nombre de biais. Et il y a une autre publication qui a été faite par les Anglais qui ont comparé 3 de ces 4 signatures plus une signature clinique qui montre qu'en gros, il y a à peine 30% de concordance entre les signatures. Donc les 4 signatures donnent 4 informations différentes qui permettent de reclasser les tumeurs, mais elles ne sont pas substituables. On en revient à un autre problème qui est celui, comme pour les biosimilaires ou pour les génériques, c'est est-ce que demain, clinicien, quand vous prescrivez un test, le biologiste peut vous dire, bon, écoute, en ce moment j'ai de l'oncotype, je te fais de l'oncotype. Puis demain j'ai du MammaPrint, je vais te faire du MammaPrint. Puis après-demain, je vais te faire de l'EndoPredict. La réponse est non. C'est pas la même chose. Donc, pour l'instant, ce que je peux vous donner moi comme avis, après, on a des partis pris chacun. Moi j'ai un parti pris pour une des signatures, je ne le cache pas, c'est l'oncotype. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être très vigilant parce qu'on n'a toujours pas défini la population cible pour laquelle on doit le faire. Et la deuxième chose, on n'a toujours pas répondu formellement de façon prospective à l'intérêt prédictif. MammaPrint n'y a pas répondu, EndoPredict n'y a pas répondu, PAM15 n'y a pas répondu. Le dernier élément, c'est que dans la nouvelle classification TNM qui est sortie il y a 1 mois et demi, à peu près 2 mois, vous la trouverez, elle est sortie chez Springer, et elle est sortie dans un, je vous la passerai si vous voulez, dans un article dans une revue d'Anapath, de l'AJCC, donc c'est les Américains, puisque je vous rappelle que la classification TNM internationale, c'est l'AJCC d'un côté et l'UICC de l'autre. Et donc on arrive à se mettre d'accord sur la totalité du globe une fois que les deux sont mis d'accord. Mais sur la première composante américaine, avant que ce soit revu par l'UICC, un des tests a été intégré comme un facteur pronostic. Pas comme un facteur prédictif, comme un facteur pronostic. Car je vous rappelle que les courbes de survie que vous avez en fonction des stades reflètent dans la classification TNM le pronostic intrinsèque de chaque sous-population. C'est ça l'objectif de la classification TNM. Et donc, lorsque vous avez un oncotype avec un score inférieur à 11, pas à 18, mais à 11, même si la tumeur fait plus de 2 cm, même si elle fait 5 cm ou 6 cm, vous êtes classé en très bon pronostic
comme si vous aviez une tumeur classée T1A. Donc vous êtes au même stade qu'un T1A, même si ce n'est pas un T1A. C'est un T3, mais stade 1. Parce qu'il y a une reclassification par la signature, parce que dans Taylorix, on a publié il y a 1 an et demi les résultats du groupe bas risque. Donc théoriquement, en sortant de la présentation, on aurait dû avoir les idées claires. Au total, on n'a pas du tout les idées claires, parce qu'il y a beaucoup de liens et de conflits d'intérêts, pour parler très clairement. Il y a un énorme enjeu économique. Là, pour revenir à ta conclusion, je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration de la survie globale, puisque l'objectif, c'est potentiellement de la désescalade. Donc, on ne pourra pas, sauf si on considère qu'il y a des effets secondaires liés à la chimiothérapie et qu'on va gagner. Il y a eu des soucis avec le docétaxel récemment, mais c'est peu probable sur l'incidence des événements secondaires. La deuxième chose, le risque acceptable avec les patientes, je suis tout à fait d'accord, mais vous avez déjà commencé à faire des consultes? Oui? Quand vous dites à une dame, je ne sais pas, peut-être que c'est oui, peut-être... Qu'est-ce qu'elle vous dit à la fin? Vous feriez quoi, vous, docteur? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que vous portez une part de connaissance, et cette connaissance, elle se traduit en confiance vis-à-vis du patient. Et que, en dehors de quelques patients qui viennent avec des idées très arrêtées, qui peuvent être d'ailleurs, je ne veux pas de test parce que je veux une chimio, ou je ne veux pas de test parce que de toute façon, je ne la prendrai pas, votre chimio, la plupart du temps, ils vous suivent. La grande majorité des patients vous suivent dans votre décision. Et donc, ils vous la demandent. Donc, la notion d'acceptable, 2%, 3%, oui, mais c'est pareil. Si vous dites, ouais, c'est 2%, elle va vous dire, ouais, je suis en train de me dire que c'est rien. Mais si vous dites, vous avez un risque de 4% de décès, mais on va réduire ce risque de 50%, on va passer de 4% à 2%. Si vous le donnez en hasard ratio, en risque relatif, elle vous dit, ah bon, je réduis de 50% le risque de rechute. Donc vous êtes capable d'induire des décisions, mais c'est terrifiant. Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir que vous pouvez avoir vis-à-vis des patients. Donc la notion d'acceptable, c'est compliqué. Sans imaginer derrière les conséquences, et Rémi en dira peut-être un mot, médico-légales. C'est-à-dire que s'il y a un bénéfice attendu et que vous n'avez pas prévenu, aujourd'hui non, pas tout à fait en France, mais encore il y a des pays aux États-Unis ou ailleurs, si vous n'avez pas prévenu qu'il se passe quelque chose, on peut toujours vous reprocher de ne pas avoir dit que vous aviez 2% de bénéfices éventuels. Donc c'est très très compliqué cette discussion. Et à la fin, comme tu l'as très bien dit, c'est pas validé chez l'M+. Or aujourd'hui, on voit, avant l'arrivée des études qui devraient encadrer le RIHL, une explosion d'indications de tests dans nos RCP chez les patients M+. C'est-à-dire que ce qui aurait théoriquement dû servir à encadrer une prescription pour mieux définir une population et faire les choses du mieux possible, vous êtes en train de vous rendre compte que lorsqu'on n'est pas passé par une phase d'apprentissage et d'éducation, mais ce n'est pas lié à un niveau d'éducation, c'est lié juste au moment où on doit se poser et réfléchir ensemble sur l'intérêt et la place de ces tests, ben on fait tout et n'importe quoi. Ce qui fait que je pense qu'à la fin, soit on aura une étude positive qui dira ben, très bien, c'est le nouveau standard et on l'applique, soit on n'aura pas, et je pense qu'aucun des tests ne sera remboursé. Alors pour terminer, je suis désolé d'avoir embolisé et mobilisé la parole, Taylorix sera positive, si vous réfléchissez au design de l'étude. Elle ne peut pas être négative. Vous avez un groupe qui est bas risque, je fais rien. Ça y est, ils l'ont déjà publié, ils sont à plus de 99% de survie à 5 ans. C'est difficile de faire beaucoup plus. Il y a un groupe qui est haut risque et de toute façon, ils auront une chimiothérapie. Ils n'ont pas été randomisés. Il y aura une désescalade ou pas, après on pourra discuter, mais de toute façon, celle-ci, personne ne discute l'intérêt. Et il y a un groupe intermédiaire où vous randomisez chimio versus pas chimio. Donc vous allez juste répondre à la question, est-ce que dans le groupe intermédiaire, la chimio amène quelque chose? Si elle amène quelque chose, vos intermédiaires, ils passeront avec les hauts risques, ils vous ferez une chimio. Et s'ils ne passent pas, s'il n'y a pas de différence, ben vos intermédiaires, ils iront dans le bas risque. Donc l'étude sera positive. Elle vous dira juste, quand c'est intermédiaire, je fais une chimio ou je ne fais pas de chimio. Donc elle va potentiellement changer les pratiques. Préparez-vous à ça. La difficulté, c'est est-ce qu'on pourra extrapoler à partir d'Oncotype sur PAM, EndoPredict et les autres. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, encore une fois, moi j'ai un parti pris. Je travaille avec Oncotype et j'ai travaillé avec Oncotype et je continue à travailler avec Oncotype. Donc ça ne veut pas dire que les autres tests ne sont pas bons. Mais ça veut dire que ce que je vous dis, vous devez le prendre aussi entre guillemets avec caution parce que je travaille avec ce test-là. Donc les choses soient claires. Mais attention, faites très très attention parce qu'on rentre dans des domaines de discussion qui sont parfois tout sauf de la science. Il faut être très très vigilant. Très très vigilant. Voilà.
un commentaire Oui, plus trivial. Remets ta première diapo. Après, j'ai plus compris, c'était trop difficile pour moi. Bon. Non, la suivante. On a des tests qui étaient à disposition, la liste des tests à disposition. Voilà. Bon. Donc, il y a, pour ceux qui ne savent pas, je suis chirurgien, donc j'ai un seul neurone qui guide ma main, mais une patiente qui me dit à la sortie de la salle d'opération, docteur, est-ce que je vais avoir une chimio ou pas? C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et ils ne comprennent pas quand je ne peux pas répondre. Alors je dis, vous avez un cancer triple négatif, vous allez avoir une chimio. Vous avez une surexpression de CR2, vous allez avoir une chimio. Vous êtes jeune, avec 3N+, vous allez avoir une chimio. Donc ça nous laisse déjà une population qui est moins importante. C'est globalement les luminaux B. À l'intérieur de ces tests, il va falloir que je décide, comme l'a très bien dit Joseph, lequel je vais faire. Oncotype, c'est le plus vieux. MammaPrint, à Curie, on a, je crois, inclus à peu près plus de 1000 malades dans l'étude. Mais le problème de MammaPrint, c'est qu'il fallait, à l'époque, mettre des morceaux dans l'azote liquide. C'était commode quand on travaillait en milieu hospitalier, mais si vous êtes dans la clinique, machin, vous n'avez pas d'azote liquide. Le seul azote liquide, c'est en consultation de dermatologie, mais vous n'en avez pas. Alors maintenant, on fait le MammaPrint sur les coupes en paraffin. Bon, mais c'est arrivé un peu tard. Et puis en plus, ils ont une communication de merde. J'ai jamais réussi à comprendre que... Bon, je ne sais pas comment s'appelle le labo. Non mais, c'est la vraie vie, ça. Hein. Si l'un d'entre vous connaît les gens de MammaPrint, ben, qu'il me les envoie. EndoPredict, c'est l'horreur, c'est la dichotomie. Vous savez, on dit toujours, les chirurgiens, ils dichotomisent, c'est-à-dire vous m'envoyez un malade, je prends 500 €, je dichotomie, je te donne 200 €, et comme ça, ça marche ensemble. EndoPredict, c'est pas cette dichotomie-là, c'est oui, le test est prédictif, il est de haut risque, et vous faites la chimio, et non, il n'est pas à haut risque, et il n'y a pas de chimio. Et moi, ça m'embête, parce que c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, il y a des cas où c'est évident qu'il faut faire. Alors en plus, dans les tests, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu variable parce qu'elle est un peu jeune, la tumeur était un grade un peu inflammatoire, des emboles lymphatiques dont on a dit que c'était des mauvais pronostics, ça n'a jamais été prouvé par aucune étude randomisée. Les emboles lymphatiques, la rupture capsulaire, ça fait partie des facteurs de mauvais pronostics, ça n'a jamais été démontré par aucune étude. Donc il y a des gens qui ont fait une chimiothérapie parce que comme ça, on dit, ah, bon, elle est jeune, elle est un peu, voilà, et on fait. Et donc, EndoPredict, moi, j'aime pas EndoPredict parce que c'est oui ou non. Donc, ça nous laisse, Breast Cancer Index n'en sert pas, UPA-PAI-1, ça nécessite un gros morceau de tumeurs, et il y a de plus en plus de petites tumeurs, et donc c'est dans les petites tumeurs qu'on se pose vraiment les questions. Donc, UPA-PAI-1, c'est le seul qui a été vraiment démontré par une étude prospective randomisée, par Nadia Harbeck, hein, je l'appelle tout le temps Nina Hagen, mais c'est Nadia Harbeck, c'est la seule qui a un vrai test, mais il faut un gros morceau de synthèse biochimique. Donc ça, pour moi, ça me laisse déjà, j'utilise pas le Breast Cancer Index parce que mes anapathes ne le font pas, l'UPA-PAI-1, ça se fait dans l'Est de la France, l'EndoPredict, j'aime pas le truc binaire, le MammaPrint, ben, je sais pas, je connais pas le labo, donc finalement, qu'est-ce qui va me permettre de décider Oncotype ou PAM50 finalement, aujourd'hui? Le RIHN, comme l'a très bien dit Joseph, Oncotype ça part à Redwood, California, et PAM50, et ben, ça se fait ici, de l'autre côté de la rue. Alors à toi, je me retourne vers toi et je te dis, qu'est-ce que tu vas choisir comme test, à ton avis, quel est le meilleur? Moi je suis biaisé parce que je travaille avec Oncotype. Non, c'est pas vrai. Ah oui, t'es vendu par... D'accord. Non, mais comment tu vas faire? Parce que c'est une bonne question. Comment tu vas faire pour décider, et si tu es un mal dominant de la réunion de concertation pluridisciplinaire, tu vas dire je veux faire Oncotype ou je vais faire PAM50. Bon, alors soit ils t'emmènent en congrès, en voyage, etc. Et bon, mais si tu veux, sur le plan scientifique, comment tu vas faire pour te décider? Pour l'instant, en fait, moi, ce que j'essaie de montrer là dans cette présentation, c'était qu'on ne peut pas... Qu'est-ce que toi, tu vas dire? C'est-à-dire que ça va moi, je vais le faire dépendre de la question auquel je pose, de la population cible, en fait.
Parce que pour l'instant, on ne peut pas recommander un seul Elle a test. 55 ans, elle est tumeur de 25 mm, grade 2, récepteur positif à estrogène 100%, progestérone 30% et kiki à 20%. HR de Ney. J'ai pas envie de faire de la chimiothérapie, mais... et la question qu'on se pose... Ça sert à rien, la presse, là. Chez elle, j'ai l'impression qu'elle a quand même, j'ai pas tout retenu, mais qu'elle a un risque clinique faible. Ma question c'est, est-ce que je peux ne pas lui faire de chimiothérapie? Elle a quel âge? 55. Elle est trop jeune à mon avis pour avoir main d'acte, parce que le pronostic, il n'est pas pertinent à 5 ans. Du coup, je lui ferais soit Oncotype, soit Orthoprédique, soit PAM50. Et toi, ça ne gêne pas qu'on te dise oui-non? Là, je cherche une réponse quand même. Parce que le groupe intermédiaire, c'est celui dans lequel tu vas discuter avec ta patiente. Ce que dit Joseph, c'est vrai. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? À un moment, en fait, on a l'impression aussi que c'est pour apporter une réponse dans un endroit où on n'en a pas, quoi. Donc c'est aussi un outil utile pour dire pour prendre la décision à notre place, un petit peu. Non. L'idéal pour faire prendre une décision à ta place, c'est l'essai thérapeutique. C'est là, il faut faire très attention. Si on a encore 2 secondes. La première chose, c'est que si vous demandez un test, si vous demandez un test, il faut déjà que vous sachiez ce que vous proposez avant le test. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est comme quand vous jouez au poker, pour ceux qui jouent au poker, quand on met de l'argent sur la table pour voir, c'est qu'on est déjà très riche. On met rarement de l'argent sur la table sans savoir si on va gagner, ou sans avoir une idée de si on gagne. C'est rare. Donc ça veut dire, ça peut se faire pour bluffer, mais vous ne bluffez pas avec une patiente. Donc il faut déjà que vous disiez, je vous ferai ça, c'est ce que je pense, j'ai un degré d'incertitude, et je vais demander un test pour essayer de voir si effectivement je fais ça ou autre chose. Donc il faut déjà que vous ayez une décision avant. La deuxième, c'est sur les critères cliniques. Attention, il faut se méfier de la mainmise, sans vouloir être désagréable, des biologistes sur les anatomopathologistes. Aujourd'hui, je pense qu'un test doit être décidé d'abord à partir des critères que l'on a. C'est-à-dire que de dire, oui, par exemple, endoprédique, ça marche très bien quand on fait des N+. Les gens disent c'est très bien pour voir les N+, parce que ce que tu as dit c'est stack dans la publication du JNCI ou sur le SABCS. N'empêche que dans les publications successives, à chaque fois qu'on fait du endoprédique dans les populations mixtes N+, N-, là où l'endoprédique est élevé, c'est dès qu'il y a des ganglions envahis. Donc si c'est pour valider avec un test biologique la certitude clinique que l'on a que c'est une maladie plus grave, c'est pas intéressant. L'objectif, c'est pas de valider par un nouvel outil ce que l'on a mis 30 ans, 40 ans ou 50 ans à démontrer. Donc je pense qu'il faut que vous ayez un premier niveau qui est qu'est-ce que je prends comme décision, un deuxième niveau qui est un niveau de tamisage. Vous passez par un tamis en disant elle a plus de 3 ganglions, de toute façon je lui ferai une chimio. Je m'en fous du résultat du test parce que je lui ferai une chimio. De toute façon, c'est un grade 3 avec des récepteurs aux oestrogènes à 10% ou à 20%. Je ne prendrai pas le risque de ne pas lui faire une chimiothérapie. Et je ne demande pas. Mais de dire je pourrais comme je ne pourrais pas, c'est là où vous êtes en erreur. Et c'est là où c'est très compliqué. C'est là où vous allez avoir même du mal à convaincre les patients. Parce que vous-même, vous ne serez pas convaincu sans vouloir être... Or ça, s'il y a une chose que les patients sentent très vite, c'est votre degré de certitude ou votre degré d'incertitude dans la décision que vous prenez. Ça, en plus avec les filles, elles sont plus futées que les mecs, elles rentrent directement dans la brèche. Donc, construisez une logique. Les critères cliniques peuvent être éventuellement intéressants, mais je ne suis pas sûr que la construction d'un test intégrant à tout prix les critères cliniques soit un niveau de validation supérieur. Il faut se méfier que ce ne soit pas, au contraire, un niveau de validation inférieur. Voilà. Après, tu l'as bien dit, hein, c'est effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de preuve de supériorité d'un test par rapport à l'autre. On est quand même bien embêté quand on est dans la situation intermédiaire. Et effectivement, on a fait notre raisonnement avant de dire si je fais le test, c'est parce que je suis dans une situation où le test devrait me dire si je fais ou si je ne fais pas. Et avant, on a discuté avec la patiente pour savoir si le test changera quelque chose à sa décision, sinon on ne le fait pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans Oncotype DX, moi, j'ai pas en tant que radiothérapeute, j'ai pas de conflit d'intérêt avec les différentes signatures. Le problème dans Oncotype DX, c'est quand même, quand on est dans cette zone intermédiaire,
Et on a beau aimer discuter, et il faut bien décider à un moment. Et donc c'est vrai qu'on est tous dans l'attente de TaylorX parce que voilà, ça nous dira ce qu'il faut faire pour ces intermédiaires, quoi. Donc aujourd'hui, ça ne me choque pas, moi, qu'on dise je ne sais pas bien lequel je préfère utiliser parce que je n'ai pas les arguments suffisants pour affirmer que je préfère celui-là ou celui-là. Voilà. Mais je crois que c'est important aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire l'information expliquée. On peut aujourd'hui expliquer à une patiente qu'il y a des incertitudes, elles peuvent l'admettre aussi. Parce que le diktat, tu vois, il y a à une époque, bon, on va pas faire l'historique, mais il y avait une de nos collègues, oncologue médicale dans une région française qui était formellement opposée aux tests moléculaires, et un oncologue médical fameux de l'Institut Gustave Roussy lui a dit un jour, qu'est-ce que tu feras si une patiente qui a une leucémie post-chimiothérapie vient te voir en te disant, vous ne m'avez pas fait de test alors que j'étais à bas risque. Tu vois, ça fait partie aussi, donc il y a aussi une information à transmettre, à la limite un peu de la connaissance. Ça serait génial de savoir qu'il y a un test, voilà, on fait le CA15-3, à une époque, on disait c'était bien, il était élevé chino, il n'est pas élevé pas chino, c'était à peu près, ça ne marche pas comme ça la médecine, ça c'est sûr. Mais vous allez de plus en plus confronté à l'utilisation de ces tests, pas seulement dans cette situation-là, mais il faut que vous appreniez à vous en servir, que ce soit des vrais outils et pas des obstacles.